je suis Pierrick Fay. Nous sommes vendredi et La Story, le podcast d'actualité des Échos, laisse sa place à Take-Off. Pour cette saison 2, Guillaume Brégeras s'invite pour un petit déjeuner pas ordinaire chez les femmes et les hommes qui sont à l'origine des plus belles startups françaises. Je vous laisse en tête-à-tête avec Guillaume Brégeras. Fleur Pellerin, bonjour. Et bonjour. Merci de me recevoir chez vous à Montreuil. Lorsque vous avez démarré l'activité de Corelia, c'était donc il y a 2 ans maintenant déjà. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer ce cap de l'entrepreneuriat alors que vous aviez fait quand même votre carrière dans l'administration? Alors c'est en fait un concours de circonstances assez heureux pour moi, parce que je n'avais pas forcément anticipé que ma carrière allait prendre ce tour-là. En fait, ça s'est passé en 2 temps, je pense. La première phase, j'ai été sollicitée par un fonds existant pour envisager de rejoindre son équipe dirigeante. Et donc, ça m'a mis l'idée en tête, alors que je ne l'avais pas du tout forcément. Et puis finalement, ensuite, la deuxième phase, ça a été un voyage que j'ai fait en Corée, où j'ai été en contact avec le fondateur de Naver, qui est une entreprise que j'avais rencontrée pendant mes fonctions, avec laquelle je n'avais pas eu de contact entre-temps. Et donc, on a commencé à discuter. J'ai compris que cette entreprise s'intéressait beaucoup à l'écosystème tech européen et français en particulier, voulait mieux le connaître, mieux le comprendre, et donc comptait aussi un peu sur moi pour les aider à découvrir cet écosystème tech européen. Et donc, je leur ai proposé, mais un petit peu comme ça dans la conversation, un peu comme on discute maintenant, de monter un fonds d'investissement ensemble. Et tout de suite, ils m'ont dit oui. Et tout de suite, on s'est mis d'accord sur une somme. Et donc, alors que j'étais pas du tout partie en fait en levée de fonds, en réalité, je suis rentrée. Mais le fait est que j'avais levé 100 millions d'euros sans avoir d'équipe. C'était assez incroyable, quoi. Et donc, je suis rentrée. Et ensuite, j'ai constitué l'équipe, créé le véhicule juridique pour investir. Mais tout s'est enchaîné après la levée de fonds, donc ça, j'ai fait les choses un peu à l'envers. Et alors, les entreprises que vous accompagnez, il y en a une dizaine aujourd'hui, JobTeaser, ABTST, Obibi, on en reparlera peut-être. Est-ce que c'est aussi facile pour elles de lever des fonds auprès de Corelia que ça l'a été pour vous auprès de Naver? Et ce qui est paradoxal aujourd'hui, c'est qu'il y a plus d'argent qu'il y a quelques années. En tout cas, il y a plus d'argent que lorsque j'étais ministre et qu'on cherchait un peu à consolider le secteur du financement de l'innovation. Et donc, aujourd'hui, il y a un autre phénomène, c'est que ce sont plutôt les entreprises ou les entrepreneurs qui choisissent leurs financeurs, qui choisissent leur fonds de capital risque, plutôt que l'inverse. Donc, en fait, quand il y a un joli deal sur la place, ce sont plutôt les VC qui se battent pour essayer d'en être, pour essayer d'être sur le tour de table, que les très bons entrepreneurs qui cherchent des fonds. Donc, aujourd'hui, il y a un petit peu un phénomène de sélection inverse où c'est vous qui devez séduire et convaincre les entrepreneurs que vous êtes le bon partenaire, le bon financeur. Et donc, on peut parler de Devialet, c'était le premier deal que vous avez fait avec Corelia. Un deal qui s'est fait aussi il y a une petite histoire quand même derrière ça. Je crois que vous avez emmené les enceintes en Corée pour les montrer au patron de Naver, et c'est ça qui a déclenché l'envie d'investir. Alors, là aussi, c'est des coïncidences. Il se trouve que j'avais rencontré les fondateurs de Devialet depuis lorsque j'étais ministre en charge du numérique d'ailleurs, et puis ensuite j'avais suivi leur aventure parce que l'entreprise était jeune lorsque j'étais à la culture. Et en fait, lorsqu'on a réussi à closer le fonds Corelia, enfin le fonds de Corelia avec nos partenaires coréens, les Coréens sont venus en visite. Je leur ai montré le showroom de Devialet parce que je savais qu'ils avaient un tropisme stratégique un peu sur l'audio. Donc Devialet était susceptible de les intéresser. J'aurais fait rencontrer les fondateurs, montrer le produit, etc. Et en fait, c'est après que j'ai compris que Devialet était en train de lever depuis pas mal de temps, d'ailleurs, depuis plusieurs mois. Et donc, nous, on est arrivé en toute fin de process, alors que là aussi, il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés et tout le monde n'a pas pu rentrer dans le tour. Et donc, c'est vrai que la négociation s'est passée très vite, en 3 semaines, 1 mois à peu près. Donc, c'était vraiment rapide. Et vraiment parce que j'avais souhaité faire découvrir la marque aux Coréens, sans quoi je pense qu'on aurait pu passer à côté. Et dans les autres startups que vous accompagnez, donc il y en a dans le jeu vidéo, il y en a dans des outils SaaS de RH, donc il y a vraiment dans la blockchain aussi, donc des choses très très variées. Est-ce que vous avez une approche très hands-on, comme on dit, donc vraiment d'aller comprendre les sujets en détail? Absolument, on essaie de le faire dans la mesure où les fondateurs nous le demandent. Et nous, la valeur ajoutée qu'on apporte avec Corelia, c'est évidemment un lien particulier avec l'Asie, des potentielles synergies avec le réseau qu'on a développé en Corée notamment, mais aussi au Japon, en Indonésie, enfin partout où nos investisseurs sont présents, donc Naver et Line. Et donc, c'est ça qu'on essaye d'apporter pour faire gagner du temps à nos entreprises qui souhaitent s'internationaliser. On est très hands-on sur toutes
toutes les entreprises dans lesquelles on est au conseil d'administration. Il y en a beaucoup. Il y a OBB, il y a Memrise qui a aussi cette application d'apprentissage des langues, donc une très jolie EdTech anglaise. Bitfury et Ledger qui sont nos deux entreprises de blockchain où on est également représenté au conseil d'administration. ABTST. Et après, l'aide qu'on peut apporter, c'est pas forcément une aide business. Ça peut aussi être les aider à trouver de nouveaux prospects, les aider dans le bizdev en fait. En tout cas, on est très très disponible pour nos entrepreneurs et je pense qu'ils sont très contents de ça. Et vous avez mentionné une ou deux startups dans le lot qui ne sont pas françaises, donc vous avez une vision évidemment européenne de la tech. Et quel est l'enjeu aujourd'hui et quelle est la différence avec l'époque où vous étiez au gouvernement ? L'enjeu, pour moi, il est exactement le même. C'est-à-dire que la raison pour laquelle moi j'ai fondé Corelia Capital et la raison pour laquelle je me suis bien entendue avec les Coréens, avec Naver, c'est que eux comme moi étions absolument obsédés par l'idée de créer des contrepoids à la toute-puissance des multinationales, des big guys américains et chinois. Donc il y a un vrai enjeu de rétablir un terrain de jeu équivalent à un level playing field, donc des conditions de concurrence en tout cas un peu normalisées, alors qu'aujourd'hui on voit bien que ces grandes entreprises sont en train d'acquérir des positions de marché qui va être de plus en plus difficiles de contester. Au départ, c'est parti de là, donc une idée un peu militante de créer des catégories leaders, des champions régionaux qui pourraient, grâce peut-être à des synergies entre l'Europe et l'Asie, devenir plus forts dans la compétition mondiale. Donc c'est ça la thèse au départ, et donc l'investissement qu'on fait, on le fait dans des entreprises dont on pense qu'elles peuvent devenir ces catégories leaders, donc des champions dans certains secteurs. Ensuite, on essaie de les aider à grandir, grossir, s'internationaliser pour essayer d'investir des champs de l'économie dans lesquels il y a encore la possibilité pour des acteurs européens de devenir dominants, quoi. Et donc ça, c'est une théorie, évidemment, et un sujet qui est lié très fortement au risque. Donc c'est sûr que sur le nombre d'entreprises que vous allez accompagner, un certain nombre va échouer. Comment vous avez appréhendé cette notion du risque qui était différente de celle de vos précédentes fonctions, forcément ? On essaie de professionnaliser au maximum les décisions qu'on prend. Donc on a une équipe, on est une dizaine aujourd'hui. On est 3 partners associés dans le comité d'investissement, mais en fait on est une équipe. Moi j'ai toujours été très fan d'organigrammes plats, donc on a aussi des gens qui sont plus jeunes dans l'équipe, mais ils participent complètement avec nous à la discussion. Et en fait, quand on prend une décision d'investissement, déjà, on fait une étude très, très approfondie du modèle d'affaires, de la qualité de l'équipe, des perspectives de développement, de la tendance du marché, on benchmark la concurrence. Donc, on fait vraiment une analyse très, très complète de l'entreprise et de sa technologie. Et ensuite, on se forge une conviction, d'abord en discutant, et il y a beaucoup de délibération, en fait, dans ce métier. On parle pendant très longtemps et parfois, on vote aussi pour savoir si on souhaite miser sur cette entreprise. Donc on essaye, c'est pas un métier scientifique, le capital risque, mais on essaye de professionnaliser au maximum nos prises de décision pour essayer de mitiger nos risques et pour faire en sorte de coller au mieux à la stratégie d'investissement qu'on s'est donnée, où effectivement on sait très bien que certaines entreprises ont mis beaucoup d'argent dessus, mais elles sont risquées, on peut perdre notre argent. C'est un peu le jeu du capital risque, c'est pour ça qu'il y a risque dans l'intitulé, mais on essaye quand même d'objectiver au maximum ce qui peut l'être, quoi. Et vous avez déjà raté un deal ou 2 ou 3 que vous regrettez ? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, c'est pas arrivé trop souvent, mais il y a certains deals qu'on a ratés parce qu'ils se sont transformés en deals plutôt de M&A, enfin, il y a eu des acquisitions par des gros corporates. Il y a eu Chauffeur Privé sur lequel on avait beaucoup travaillé. On a beaucoup investi dans la relation et l'étude de cette boîte qui est très belle, avec des fondateurs très talentueux. Et puis, il y a eu une offre qui a été faite par Daimler contre laquelle on ne pouvait pas lutter, mais du coup on a investi ensuite dans Taxify, qui est une très très belle entreprise aussi estonienne qu'on essaye de faire grandir et qui pourrait devenir un challenger, un numéro 2 de Uber, ce qui est déjà le cas à Paris. Il y a d'autres entreprises, c'est pas vraiment qu'on a raté, mais c'était pas forcément les moments où les entreprises levaient, mais moi j'aime beaucoup Doctolib par exemple, je trouve que c'est une très très belle boîte, mais finalement assez peu de regrets et quand on a été désireux de faire un deal, en général on a toujours réussi à se faire de la place. Souvent grâce d'ailleurs à notre ADN particulier euro-asiatique en réalité. Et aujourd'hui, quand vous rencontrez des gens dans le cadre de Corelia, est-ce que vous sentez qu'ils commencent à vous percevoir moins comme ex-ministre et vraiment comme dirigeante de Corelia ? Je crois que ça s'est fait très rapidement en réalité. J'ai eu l'impression assez rapidement que finalement, même si on était une équipe jeune et un premier fonds, en réalité, on a tout de suite eu une crédibilité qui était assez bonne. Probablement parce que les autres personnes de mon équipe étaient des gens qui avaient beaucoup d'expérience aussi, soit dans des deals de
de fusion-acquisition en banque, donc une vraie capacité financière et de négociation, soit vraiment dans le capital risque, qui a été le cas d'un autre de mes associés, Paul Degueuze, qui a 10 ans d'expérience dans le VC et qui connaît très très bien tout l'écosystème. Donc on avait une forte crédibilité liée à chacune des individualités de l'équipe. Et puis je crois que les gens ont bien perçu que tout de suite, je m'étais mise vraiment de manière très opérationnelle dans ce nouveau métier. Et je pense que beaucoup, finalement, voyaient en moi la potentielle investisseuse et plus tellement l'ancienne ministre. Et vous regrettez rien aujourd'hui ? Non, absolument pas. Surtout pas. Non, mais pas par mépris ou par déception, mais parce que j'aime bien l'idée aujourd'hui, et je crois que c'est de plus en plus fréquent qu'on puisse avoir plusieurs vies professionnelles en une vie, qu'on puisse switcher. Et j'adore l'idée d'apprendre un nouveau métier, j'adore ce que je fais, j'adore rencontrer les gens que je rencontre. J'ai un sentiment d'utilité aussi à leur côté, plus une liberté retrouvée qui est un vrai luxe pour moi. Donc non, aucun regret, et au contraire, plutôt beaucoup d'enthousiasme et d'excitation dans cette nouvelle phase de ma vie professionnelle. Mais vous avez hésité quand même ? Sincèrement, à un moment donné, vous vous êtes dit quand même... J'ai pas hésité du tout. Il n'y a aucun moment où je me suis dit est-ce que je fais bien de faire ça ? Parce que finalement, de toutes les possibilités qui s'offraient à moi à ce moment-là, rejoindre une grande entreprise, rejoindre un établissement public, c'était vraiment celle qui m'excitait le plus et que je trouvais la plus sympa. Et de cette époque, ministre, vos collaborateurs disaient que vous aimiez bien comprendre les dossiers et vous plongiez en général vraiment beaucoup dedans. Qu'est-ce que vous avez appris à l'époque qui vous reste aujourd'hui vraiment encore de ces questions numériques ? Tout en réalité, parce que, surtout, je pense, une façon d'aborder les problèmes et le stress. Et ça vaut quand j'étais ministre du digital, mais aussi quand j'étais ministre du commerce extérieur ou de la culture. Je pense que c'est une espèce de formation qui vous donne un savoir-être, en fait, plus qu'un savoir-faire ou qu'un savoir tout court, qui vous permet d'aborder toutes les situations de tension et de stress de manière assez zen, en fait, parce que je pense que vous êtes confronté finalement au maximum de pression, de tension, de complexité dans les décisions que vous avez à prendre. Et donc, après, tout paraît un peu facile, quoi. Vous parlez notamment le meilleur dossier n'était pas forcément celui qui l'emportait dans un ministère sur une décision. Je pense que c'est plus une façon de résister au stress. C'est ça surtout qu'on apprend. Après, sur le plan technique, là, j'ai évidemment appris plein de choses, surtout la diversité des dossiers qu'on est amené à traiter, même quand on n'a qu'un seul portefeuille ministériel, est immense. Alors quand on en a 3, évidemment, ça permet de s'intéresser à plein de choses différentes. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours essayé, surtout sur les sujets très très compliqués que j'ai eu à traiter, il y en a eu certains où je me demandais comment on pouvait faire pour être ministre et ne pas comprendre ces sujets et prendre des décisions. Je pense à la question des intermittents du spectacle, par exemple, qui sont des sujets vraiment de questions sociales, en fait, de sécurité sociale, de régime de sécurité sociale, de cotisation, qui sont extrêmement compliqué. Et donc ça, prendre une décision sur la manière dont on essaie d'équilibrer ce régime, où on fait en sorte que puisse perdurer ce régime qui permet à la France de s'enorgueillir d'avoir le plus grand nombre de festivals, de spectacles, un spectacle vivant très, très dynamique. Comment on fait quand on ne comprend pas techniquement les choses ? Honnêtement, je ne sais pas. Donc c'est vrai que moi, j'ai toujours souhaité comprendre en bonne polarde les dossiers sur le plan technique avant de prendre une décision, parce que ça me paraissait impossible de décider autrement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui manque encore à cet écosystème ? On parle toujours de ce manque de diversité, ce manque de mixité, qui est le manque qui se résume à un manque d'accès aux chances, quoi, tout simplement. Comment on peut régler ça ? Là, le problème, c'est que je pense que c'est pas propre à l'écosystème tech. Je crois que c'est quelque chose qui est propre au système de formation, au système des grandes écoles. Quand on est un bon élève venant d'une famille un peu modeste, on a plutôt tendance à se tourner vers des choix professionnels qui sont peut-être moins risqués pour s'assurer une belle carrière. Ça tient à plein de choses différentes. Et donc, c'est pas uniquement une problématique de la French Tech, c'est une problématique de recrutement des grandes écoles, c'est une problématique d'ouverture de ces grandes écoles à la diversité. Nous, les financeurs, on arrive en bout de chaîne. Et c'est vrai que moi, je me dis souvent que, par exemple, dans mon deal flow, donc dans le flux entrant de demandes de financement, j'ai très peu de femmes. Je parle même pas de la diversité d'origine ethnique, sociale, économique, etc. La statistique fréquente, c'est de dire qu'il y a une entreprise tech sur 10 créée par une femme. Je pense que j'ai vu moins de 10% d'entreprises créées ou co-créées par des femmes dans les dossiers de financement qu'on a eu à traiter. Donc c'est moins que ça encore, je pense. Donc effectivement, il y a un vrai manque de diversité. Maintenant, pour moi, le sujet principal aujourd'hui, c'est vraiment la croissance des entreprises. C'est vraiment de prendre des réglementations qui ne sont pas toxiques pour les entreprises françaises. C'est faire en sorte de régler la question de la non-fiscalisation
régulation des GAFA, parce que ça, c'est pas une croisade contre les Américains, c'est juste une égalité. C'est un sujet que vous portiez déjà à l'époque. Que je portais déjà, dont j'ai peur qu'il avance, même s'il y a beaucoup de déclarations d'intention, qu'il avance peu, mais il est pour moi crucial, parce qu'aujourd'hui, vous avez un problème dans, par exemple, le recrutement des ingénieurs qui sont spécialisés en intelligence artificielle au sens large, computer vision, machine learning, etc. Ils sont beaucoup attirés par des entreprises américaines qui ont beaucoup de moyens et qui peuvent proposer des salaires mirobolants, alors que les Français ne peuvent pas forcément s'aligner, les Français ou les Européens. Et donc, il y a un vrai sujet aujourd'hui d'égalité de terrain de jeu entre Le Bon Coin ou OVH, qui payent leurs impôts en France, ou là où ils font des profits en tout cas, et puis d'autres qui paient rien du tout et qui profitent pourtant de notre système de formation, de nos infrastructures. Voilà, donc il y a un vrai problème à régler. Ils le font en toute légalité, c'est bien ça le problème. Donc ce ne sont pas des hors-la-loi, mais comme ce ne sont pas des ONG, des associations caritatives, il faut vraiment trouver le moyen de mettre tout le monde en situation d'égalité face à l'impôt, en tout cas. Donc ça me paraît être crucial. Donc croissance des entreprises, vraiment le scale-up. Faire en sorte que aussi l'Europe facilite davantage la consolidation. On n'a pas, nous, de Vision Fund, de fonds avec des milliards pour pouvoir consolider nos entreprises. Ça, c'est un vrai problème. Ça veut dire que le destin aujourd'hui d'une entreprise qui a beaucoup de succès en Europe, c'est de se faire racheter par un Américain ou un Japonais ou un fonds asiatique. Et ça, c'est pas possible. Il faut qu'on ait des entreprises européennes qui soient capables de faire ça. Ce qui m'amène peut-être une dernière question sur justement ces jeunes startups aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Parce qu'on voit bien que l'environnement concurrentiel, enfin ne serait-ce que légal, en Europe est très compliqué. Quand vous voulez adresser le marché européen, c'est 27 marchés différents. Donc, qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous leur dites, allez aux États-Unis, allez en Asie, ça va être ça va demander plus de cash, mais en même temps, ça va être plus simple d'un point de vue légal? Ou est-ce que vous leur dites, non, il faut d'abord absolument grandir en Europe? Ça dépend complètement du secteur d'activité, du type d'entreprise, du type de service, du type de produit. En fait, il n'y a vraiment pas du tout une recette miracle. Il y a certains secteurs dans lesquels, effectivement, conquérir le marché américain, je pense au SaaS par exemple, ou enfin un certain nombre de secteurs dans lesquels, si on veut vraiment avoir un effet d'échelle, évidemment, un marché comme le marché américain est génial parce qu'il est très vaste et avec une seule langue, une seule culture de consommation ou de business. Donc, c'est à la fois dur parce que c'est un marché qui est très dur à conquérir pour des Européens, mais en même temps, si ça marche, ça peut être le jackpot. Donc, ça dépend vraiment des secteurs. Pour le retail, par exemple, pour du hardware, c'est très compliqué de conquérir le marché américain parce qu'il faut créer une marque, il faut faire d'énormes dépenses marketing. Enfin, mais en revanche, penser global comme l'ont fait les entreprises israéliennes qui avaient un tout petit marché intérieur ou comme le font des entreprises scandinaves ou des pays baltes. Moi, je suis investisseur dans Taxify. Taxify, c'est une boîte qui est dans un pays qui a moins de 5 millions d'habitants. Qui produit plus de licorne que la France, quand même, au passage. Mais c'est absolument incroyable le nombre, parce que le pays est tout petit. Et donc, voilà, l'entreprise est déjà présente dans plein de pays d'Afrique. Donc, c'est pas trop poser la question de est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est pas compliqué. C'est vraiment, il y a un management qui s'est dit on y va et qui méthodiquement pose ses pions sur la map monde. Donc, je pense qu'avoir cette volonté, enfin, en tout cas, cette vision d'internationalisation très, très tôt, si ça correspond évidemment au business model et au produit, très tôt dans la genèse de l'entreprise et l'intégrer toujours dans un pan de sa réflexion, ça me paraît être indispensable. Mais je crois qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, en tout cas ceux que je vois, qui sont parfois très jeunes, qui ont entre 20 et 30 ans, intègrent beaucoup plus cette dimension que ça n'était le cas il y a quelques années. Et je pense qu'on est en train de voir émerger une nouvelle génération de fondateurs ultra talentueux, ultra ambitieux, très agressifs, mais au bon sens du terme. Et donc, moi, ça me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir de la French Tech ou de l'Europe Tech. Et donc, quel serait votre pari si vous deviez mentionner une start-up française aujourd'hui qui serait vraiment prochain? Allez, mouillez-vous. Toutes celles de mon portefeuille, mais j'en ai cité tout à l'heure. Il y a des Doctolib, il y a Vecchia qui est une très belle entreprise. Dans la blockchain, Ledger de Vialet, moi j'y crois beaucoup. On a plein de jolies pépites qui sont juste avant ce plafond qui est un peu difficile à percer, qui peuvent le faire, à mon avis, en étant bien aidés, bien accompagnés et soutenus. Très bien, on va suivre tout ça. Merci beaucoup Fleur Pellerin, bonne journée. Merci beaucoup. Merci Fleur Pellerin, merci Guillaume Brégeras pour ce petit déjeuner instructif. Take Off par la Story, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé d'édition Michel Varnet.
Si la technologie vous intéresse, vous pouvez retrouver d'anciennes émissions de la Story consacrées à la 5G, à Doctolib ou encore aux femmes de la tech. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.